Un nouveau scandale de plagiat a secoué le monde de la musique ces dernières semaines. Le clip de Iseult, Bitch You Could Never, a été copié quasi plan par plan par des artistes de K-pop. Et vous allez le voir dans cette vidéo, c'est loin d'être un cas isolé. De Rihanna, accusée d'avoir plagié l'un des plus grands photographes au monde pour l'un de ses clips, à Taylor Swift, pointée du doigt pour s'être un peu trop inspirée d'une pub pour l'un de ses clips, ou encore Shakira qui aurait plagié l'un des clips de Woodkid. La liste est longue et c'est justement le sujet de la vidéo du jour. Salut tout le monde, c'est Popslay, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait 2 ans que j'attends de faire ce sujet et je me suis dit, au vu de l'actualité avec le clip d'Iseult, c'était clairement le moment de le faire. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va plonger dans quelques-uns des plus gros scandales de plagiat visuel. Des clips qui ont été plagiés, des artistes qui ont été accusés, des fans déchaînés parfois, et croyez-moi, vous allez être surpris. Eh bien, je vous propose de commencer directement avec le cas Iseult, mais avant ça, si tu aimes ce genre d'analyse pop et les histoires qui gravitent autour de la musique, pense à liker la vidéo, à t'abonner, à laisser un commentaire, ça m'aide énormément, donc merci à vous. Allez, on y va parce que le cas Iseult, je le trouve assez fascinant. Vous avez forcément vu passer l'info, mais son clip Bitch You Could Never aurait été copié plan par des artistes de K-pop. On va retracer toute l'affaire, comment tout cela a commencé, le tollé médiatique que ça a provoqué et pourquoi Iseult a été cyberharcelé, et surtout on va voir comment ça s'est terminé. On remonte à mai 2024 puisqu'à cette période-là, Iseult balance le clip de Bitch You Could Never. Cet extrait de son album Mental, je vous invite à l'écouter parce que c'est vraiment un projet où Iseult montre toute sa versatilité. Elle y explore plein de styles différents, avec une certaine liberté, et en réalité, ce projet, je le trouve très audacieux. C'est aussi un album qui lui a permis de s'ouvrir davantage à l'international. Je pense à sa performance de sur le plateau de Jimmy Fallon, ce qui n'est pas rien quand même. Et parmi les titres de l'album, eh bien Bitch You Could Never s'est imposé comme étant le titre le plus streamé du projet. Alors c'est pas forcément un titre que j'écoute de ouf dans ma playlist, pour autant je vous invite vivement à regarder le clip parce que visuellement je trouve ça incroyable. Alors le clip il a été réalisé par Shadrinsky, il propose une esthétique très marquée, on se retrouve dans un open space, il y a beaucoup de colère, je le trouve chaotique en fait ce clip, mais dans le bon sens du terme. Presque clinique en réalité, vous voyez l'ambiance qu'on peut avoir dans des hôpitaux, eh bien c'est un peu ce genre d'ambiance je trouve qui est infusé dans le clip de Iseult. La face card est quand même folle. Ouais, j'ai la vision. Et cette ambiance-là, elle m'a également rappelé la série Severance. Je sais pas si vous l'avez regardé, je l'ai trouvé incroyable cette série. Et on retrouve un peu ça, je trouve, dans ce clip. Vous savez, ces lumières très blafardes, cette violence continue, cette tension, en fait ce malaise permanent. Ouais, voilà, cette impression de malaise permanent, et je trouve que c'est très bien exécuté, et c'est exactement ce qu'on retrouve dans ce clip. Et puis surtout, eh bien, il y a ce titre, Bitch You Could Never. Je trouve ça très ironique parce que littéralement ça veut dire « Girl, tu pourras jamais être comme moi ». Et je dis que c'est ironique aujourd'hui parce que quand on sait ce qui s'est passé par la suite, avec le recul, cette chanson pourrait presque passer pour une métaphore sur le plagiat, sur la création qu'on a volée. Et je pense que personne n'aurait pu imaginer que ces paroles allaient devenir prophétique dans un sens, vous voyez. Donc le clip est sorti, Iseult, elle fait sa life, elle part en tournée à l'international, elle gère son business de manière indépendante, mais le 11 octobre 2025, eh bien des fans alertent Iseult via Twitter, enfin X. Le nouveau clip de RT en feat avec Soyeon intitulé Damn Daddy sort et semble identique à celui d'Iseult. Alors je vais peut-être me faire des ennemis, on va peut-être venir choper ma veste sur les réseaux, mais lorsque j'ai vu ce clip de RT en feat avec Soyeon, je me suis dit, mais oui, en fait, clairement, c'est un copier-coller. Même décor d'open space, déjà, bon, après, on est d'accord, Iseult n'a pas inventé l'open space, mais on a les mêmes étagères qui s'écroulent et surtout les mêmes angles de caméra. Et quand les internautes montent une vidéo justement en comparant les deux clips, franchement, je suis désolé, mais le verdict est sans appel, c'est du copier-coller. Et encore une fois, le plus ironique dans tout ça, c'est que Bitch You Could Never parlait justement des gens qui tentaient de la copier. Et face à cela, Iseult n'est pas restée silencieuse, au contraire, elle prend d'assaut ses réseaux et publie ce message, je cite « Le réalisateur, le label, les artistes, le minimum serait d'avoir la décence de créditer vos sources. » Et en fait, pour Iseult, c'est pas seulement une question d'esthétique volée, c'est une question de propriété intellectuelle, certes, mais aussi de respect et de culture. Alors Iseult, elle a écrit ceci, je la cite: « Soyons réalistes, l'industrie de la K-pop, comme beaucoup d'autres, pompe la culture noire comme un vampire depuis des décennies. Elle sample nos sons, vole nos mouvements, porte notre peau comme un costume, profite de notre douleur tout en effaçant nos noms. »
Fin de citation. Parce qu'en fait, ici, Iseult, elle touche un point sensible, celui de l'appropriation culturelle dans le monde de la pop et de la K-pop. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec ça. Alors au départ, beaucoup saluent le courage d'Iseult, des fans, des artistes, des médias la soutiennent, moi le premier, mais très vite, une partie de la fanbase K-pop, notamment celle de Soyeon, pourtant non responsable directement de la direction du clip, je pense qu'il faut le mentionner, c'est important, cette fanbase-là se retourne contre Iseult. Et alors là, eh bien, les insultes pleuvent, des messages racistes, grossophobes, misogynes envahissent les commentaires, surtout sur X. Et personnellement, c'était que mon point de vue, mais personnellement, ce que je trouve le plus absurde dans tout ça, c'est que certains fans ont demandé à Iseult d'aller s'excuser pour avoir osé dénoncer cela, vous voyez. Parce qu'effectivement, Iseult a tagué Soyeon dans ses publications lorsqu'elle a dénoncé le plagiat. Et franchement, j'ai envie de dire, mais heureusement qu'elle l'a fait. Enfin, même si les artistes n'étaient peut-être pas directement au courant de la ressemblance, je pense qu'il est normal qu'ils en soient informés. Et je pense aussi que c'est là que Iseult a réalisé qu'elle venait de toucher à un monstre bien plus vaste, le fanatisme numérique, celui qui protège les idoles à tout prix, vous voyez, quitte à écraser les victimes. Mais le twist dans l'histoire, les amis, c'est que 2 jours plus tard, le réalisateur du clip de RT et Soyeon, Hong Min-yo, a publié une lettre publique, je le cite: « J'ai toujours admiré Iseult et les réalisateurs avec lesquels elle a travaillé, et cette admiration a inspiré mes idées visuelles. Je m'excuse sincèrement si certaines scènes ressemblent directement à son œuvre. » Dans cette prise de parole, il reconnaît les faits. Sans détour, oui, il s'est inspiré d'Iseult, un peu trop à mon goût, mais il précise aussi que ni RT ni Soyeon n'ont participé à la conception du clip, ce qui effectivement peut arriver. Et ce que je trouve fou dans l'histoire, les amis, c'est que pour montrer leur bonne foi, le label prend une décision radicale. Le clip est supprimé de YouTube. C'est donc l'équipe de production qui est tenue pour responsable. Quant à Iseult, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas d'ailleurs, c'est vrai qu'elle a toujours porté sa voix très haut, elle s'est toujours fait entendre, sans filtre. Et ici encore, elle a refusé d'être réduite au silence en fait. Et elle rappelle que pour elle, ce n'est pas seulement une affaire de plagiat, mais surtout un symptôme d'un système qui invisibilise parfois certains artistes. Elle écrit ceci, je la cite: « Réduire au silence les femmes noires dont le travail est volé a toujours été un problème, pas cette fois. » Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ce cas, je trouve qu'il révèle plusieurs choses. D'abord sur la frontière qu'il existe entre inspiration et plagiat. Ensuite sur la toxicité que peut avoir parfois le fanservice. En fait, pour moi, la défense aveugle de leurs idoles a un peu étouffé la vraie question, qui était celle du respect de la création. Et quand Iseult parle d'appropriation culturelle, elle ne parle pas que pour elle. Elle parle pour une génération entière d'artistes souvent pillés, rarement crédités. Et il y a ce message que personnellement j'ai trouvé très fort, je le cite: « Vous pouvez voler la fleur, mais l'histoire se souviendra de qui a planté la graine. » Je trouvais ça très beau. Et puis dans ses dernières prises de parole, eh bien Iseult rappelle qu'elle s'est battue seule pour financer son clip, et que voir son travail repris sans autorisation a été un choc profond pour elle. Mais ce qui l'a encore plus marqué finalement, c'est vraiment la vague de haine qui a suivi, puisqu'elle explique qu'elle subit du cyberharcèlement depuis l'enfance, puis tout au long de sa carrière, et que pour elle, ce n'est pas anodin. Comme je vous disais, RT a supprimé le clip depuis, et il a présenté ses excuses, à la fois en privé et publiquement. Iseult les a reconnues, elle les a saluées, mais elle insiste: « An apology is not justice ». Parce qu'en fait, pour elle, la vraie justice, c'est de changer les pratiques de l'industrie, où trop d'artistes voient leur idée volée ou recycler sans crédit. Et encore une fois, elle explique que son combat dépasse son cas personnel. Elle souhaite défendre le droit à la création, le respect et la protection des artistes, surtout ceux qui se battent seuls. Et elle a apaisé le tout avec ce dernier message adressé à RT et à Soyeon. Je vous souhaite sincèrement le meilleur. Maintenant, laissons la musique faire ce qu'elle fait de mieux, parler plus fort que tout le reste. Pour ma part, je pense très sincèrement que les artistes RT et Soyeon n'étaient effectivement pas au courant de la référence. La personne qu'il faut vraiment pointer du doigt, c'est le réalisateur, qui, soyons honnêtes, ne s'est pas vraiment foulé, mais peut-être que les artistes RT et Soyeon n'avaient pas connaissance du clip de Iseult, même si elle a réussi à percer davantage à l'international. Peut-être que c'est un clip auquel ils n'ont pas été confrontés. Je pense sincèrement que c'est le cas. Même si Iseult a explosé avec Alibi, avec Pablo Vittar et Salta Lisa, même si Iseult a fait la cérémonie des Jeux Olympiques et une performance que j'ai trouvée sublime, peut-être que son clip Bitch You Couldn't Never n'est effectivement pas passé sous les yeux de RT et Soyeon. Sous les yeux du réalisateur en revanche, for sure. Après, j'ai regardé un peu d'autres réactions qu'il y avait pu avoir sur les réseaux. Alors certains rappellent qu'il existe d'autres clips qui se déroulent dans un open space, qui sont un peu dans ce style. Encore une fois, c'est vrai qu'Iseult n'a pas inventé l'open space. Je pense à Womanizer, par exemple, de Britney Spears. Effectivement, c'est un clip qui se déroule dans un open space. Mais vraiment, pour moi, c'est pas tant le concept et le cadre qui a été repris, c'est plutôt la direction artistique, vous voyez. La manière dont c'est filmé, l'ambiance visuelle, les attitudes, cette tension qui est très particulière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi c'est plus de ça dont il est question. Maintenant, quelles ont été les répercussions ? Eh bien depuis, Bitch You Couldn't Never a dépassé le 1 million de vues sur YouTube. Une petite victoire symbolique pour Iseult, on peut le dire. Mais surtout, c'est une leçon parce qu'en vrai,
Être copié, c'est aussi parfois la preuve que ton art dérange, tu vois, ou alors qu'il est trop fort pour passer inaperçu. Donc pour finir là-dessus, pour moi le vrai drame dans toute cette histoire, c'est pas tant le plagiat, mais c'est plutôt la manière dont la conversation a dérapé vers quelque chose vers du cyberharcèlement en fait, parce que Iseult, c'est juste une artiste qui a osé dénoncer le vol de son œuvre, et elle est soudainement devenue la coupable. Et ça, ce n'est pas normal. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de toute cette affaire dans les commentaires. Maintenant, on va passer à un autre cas qui cette fois-ci remonte à 2011, parce que vous allez le voir, le plagiat dans le domaine des clips, ce n'est malheureusement pas nouveau. Mais cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que ce plagiat prend une toute autre forme. On s'intéresse maintenant au jour où Rihanna a été accusée d'avoir volé les images d'un des plus grands photographes au monde. Et croyez-moi, cette histoire a été bien plus loin qu'on ne le pense. C'est parti. On remonte en février 2011, les amis. À cette période-là, Rihanna a les cheveux rouges et surtout, elle sort S&M, l'un des bangers présents sur son album Loud. Merci Esterdine. Est-ce que vous vous rappelez de la performance avec Britney Spears quand elle se bat avec des coussins? C'était cute. Bon, rien qu'au titre, on sait déjà d'avance où on met les pieds. Un univers sulfureux, bondage, latex, cuir, rose très flashy, bref, une provocation très assumée de la part de Rihanna. On en avait d'ailleurs parlé ensemble de tout ce tollé médiatique qu'avait pu créer S&M à l'époque, allant jusqu'à la censure. Je vous mets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Bref, dans le clip de S&M, Rihanna est on fire. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle inverse les rôles de domination, elle joue avec les codes du pouvoir, des médias aussi, du contrôle qu'ils peuvent avoir sur les artistes. Bon, résultat, le clip est tellement provoquant qu'il finira interdit dans 11 pays de souvenirs. Mais ce n'est pas que la censure qui va faire exploser l'affaire en réalité. Puisque quelques semaines après la sortie du clip, les fans de David Lachapelle, photographe de mode mondialement connu, commencent à le taguer partout en mode « Hey David, t'as bossé sur le clip de Rihanna ou pas ?» Sauf que pas du tout, et lorsqu'il voit les images, il tombe des nues. Parce que pour comprendre la colère de David Lachapelle, il faut aussi comprendre son style. David Lachapelle, c'est le photographe de l'extravagance. Je suis certain que vous avez déjà dû voir passer certains de ses clichés. C'est des couleurs qui sont ultra vives, des compositions parfois délirantes, parfois absurdes. Franchement, il a une esthétique qui est reconnaissable entre mille, c'est indéniable. Il a photographié Britney, Madonna, Gaga, Naomi Campbell, Tupac, bref, que des icônes. Et sa signature visuelle, elle est impossible à rater, clairement. En fait, selon lui, pas moins de 8 clichés précis de ses séries pour Vogue italien, Lavazza ou d'autres campagnes ont été copiés quasi à l'identique. Et quelques temps après la sortie du clip, le 14 février 2011, David Lachapelle publie ce tweet qui a été supprimé depuis, je cite « Rihanna, la prochaine fois que tu fais un clip de David Lachapelle, engage plutôt David Lachapelle. » Très passif-agressif, mais efficace. Mais ce n'est pas tout puisqu'il va passer à l'action. Il va déposer plainte devant la Cour fédérale de New York contre Rihanna, contre sa maison de disques Def Jam, la réalisatrice du clip Melina Matsoukas et sa société de production. Et son accusation, elle est claire, je cite « Les 8 images reproduisent la composition, le concept global, le ton, les couleurs, les décors, les accessoires, les vêtements et la lumière de mon œuvre. » En clair, selon lui, ce clip, ce n'est pas une inspiration, c'est vraiment une copie. Et il demande $1 million de dommages et intérêts. Et pour lui, ce n'est pas juste une affaire d'ego, je le cite « J'aime Riri, Rihanna. Ce n'est pas personnel, c'est strictement du business. » Il dit quelque chose qui est très intéressant. Les musiciens payent des droits lorsqu'ils samplent un son, c'est vrai. Pourquoi ne paieraient-ils pas lorsqu'ils samplent une image ? En vrai, ça pousse à la réflexion. Et ici, l'histoire, elle prend un peu une autre tournure, quand on se souvient que Melina Matsoukas, la réalisatrice du clip, avait déjà été accusée de plagiat pour Rude Boy, dont l'univers serait très inspiré de The Boys de M.I.A. Donc Melina Matsoukas était défendue à l'époque en expliquant, je cite, « On s'inspire tous les uns des autres ». Which is true, mais pour David Lachapelle, l'inspiration elle est allée trop loin. Et c'est vrai que les comparaisons entre ces photos et les plans du clip sont assez frappantes, on va pas se mentir. Je suis désolé Rihanna, je t'adore. Mais pour le coup, enfin, je dis désolé Rihanna, en vrai, c'est même pas elle, encore une fois, qui est à blâmer, c'est clairement Melina Matsoukas. Peut-être que Rihanna n'avait pas conscience de ces références. En juillet 2011, une juge fédérale de New York examine la plainte et elle constate que les ressemblances ne sont pas de simples coïncidences. Elle cite notamment la scène du Pink Room dans le clip, qu'elle juge, je cite, substantiellement similaire à la photo Stripped Face de David Lachapelle. Je vous mettrai les images à l'écran. Je continue la citation. Les deux œuvres partagent la même frénésie et le même surréalisme d'une femme dominant un homme dans un espace dominé
domestique claustrophobe et saturé de couleurs. Vous l'avez compris, le tribunal rejette la plainte de Rihanna qui affirme que David Lachapelle essaye de monopoliser un genre visuel, celui du sadomasochisme pop, et la juge refuse d'invoquer le fair use, vous savez, l'usage artistique équitable, parce que pour elle, le clip ne commente pas le travail du photographe, il le réutilise. Et ça, c'est totalement différent. Le procès est donc autorisé à aller devant un jury, mais avant d'en arriver là, Rihanna et son équipe décident de négocier. Et c'est en octobre 2011 que la nouvelle tombe. Je cite, Rihanna et David Lachapelle ont trouvé un accord à l'amiable. Le photographe reçoit une somme confidentielle et retire sa plainte. Et son attaché de presse dira ceci, David est satisfait du règlement. Good for him. Quant à Rihanna, il me semble qu'elle n'a jamais commenté publiquement l'affaire. Et même si tout s'est réglé discrètement et à l'amiable, je trouve que cette affaire, elle a quand même réouvert le débat sur la frontière entre l'inspiration et le plagiat dans les clips musicaux. D'ailleurs, après cette affaire, S&M n'en avait pas fini avec les plaintes puisqu'un autre photographe, Philippe Paulus, qui est basé à Paris, avait attaqué Rihanna pour une autre séquence du clip, celle où elle est prisonnière sous une bâche. Vous savez, cette bâche en plastique, elle est plaquée contre un mur bleu avec des croix noires dessinées autour d'elle. Une image qu'il considère, là encore, comme une copie exacte de son propre travail. Je vous mettrai les comparaisons à l'écran. Bon, cette deuxième affaire n'a pas été aussi médiatisée que la première. Elle n'a jamais eu de conclusion publiquement connue. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire près de 14 ans plus tard? Oh, waouh. J'ai du mal à accepter, là. Et bien 14 ans plus tard, S&M reste quand même l'un des clips les plus controversés de la carrière de Rihanna, je trouve, à la fois pour sa censure, pour son audace et pour ce procès un peu symbolique, quoi. D'ailleurs, cette même affaire, elle me fait penser quand même à d'autres cas qui ont été médiatisés il y a quelques années en arrière. Je pense notamment aux questions de plagiat autour du clip de God is a Woman de Ariana Grande ou encore de Bad Guy de Billie Eilish. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud qu'on en parle pour une partie 2. Passons désormais à une autre typologie de plagiat. En fait, cette fois-ci, on va parler de Taylor Swift et de son clip Delicate, une chanson que j'adore, c'est l'une de mes préférées de son répertoire pour être honnête. Ici c'est un peu un cas différent parce qu'on parle pas d'un plagiat entre artistes, mais d'un clip qui aurait copié une publicité. Je trouve que cet angle est assez intéressant parce que ça montre aussi à quel point les frontières entre art, musique et pub peuvent parfois se brouiller. Donc c'est parti, revenons sur cette histoire. Mais avant ça, si tu passes un bon moment en regardant cette vidéo, je t'invite à la liker, je t'invite à la commenter pour le référencement et surtout à t'abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et clairement c'est ce qui m'aide de ouf. Et j'en profite également pour vous annoncer la sortie très prochainement, très vite, du 3e épisode de Pop Masters, avec au casting Jérém Star, Emma Paris, et en face, Moon et Mami Wata. Vous allez voir, je pense que vous n'êtes pas prêts. Cet épisode est vraiment hilarant, j'ai trop hâte que ça sorte, donc je pense que ça verra le jour le 2 novembre, en tout cas je vous tiendrai informé, mais j'ai trop hâte que vous voyez cet épisode. On passe désormais à Delicate, on va replacer un peu de contexte, puisque nous sommes en 2017, rappelez-vous à cette période-là. Taylor Swift revient après un an de silence médiatique. Son image avait été un peu mise à mal par sa guerre médiatique avec Kanye West et Kim Kardashian, ses ruptures amoureuses ultra exposées, et cette réputation de manipulatrice, calculatrice que les médias essayent de lui coller. Donc ce nouvel album s'appelle Reputation. Encore une fois, c'est l'un de mes préférés de son répertoire. Alors, le lead single, rappelez-vous, c'était Look What You Made Me Do. Beaucoup plus mordant, beaucoup plus provoque, beaucoup plus sombre. Je dois vous avouer que j'ai toujours eu du mal avec ce titre. Je n'aime pas cette chanson. Look What You Made Me Do, je la trouve un peu anecdotique et pas du tout représentative de l'album, même s'il y a cet esprit un peu vengeresse. En revanche, c'est vrai que le clip est incroyable, mais bref, là n'est pas le sujet. Ce que je trouve intéressant avec Reputation, c'est qu'il y a donc cet aspect, cette direction artistique beaucoup plus sombre, beaucoup plus vengeresse, comme je vous disais. Mais d'un côté, il y a aussi des moments beaucoup plus doux, beaucoup plus vulnérables, avec des chansons que je trouve sublimes et qui font partie de mes préférées de son répertoire. Call It What You Want, par exemple, ou même et donc Delicate. Des chansons beaucoup plus intimistes, beaucoup plus fragiles. Et justement, on va s'arrêter sur cette dernière, Delicate. C'est un morceau qui est coécrit avec Max Martin et Shellback. My reputation's never been worse, so you must like me for me. Times when I look into your eyes, I pretend you're mine all the damn time. Yeah. Did you record that? Et dans Delicate, Taylor Swift, elle s'adresse à quelqu'un qu'elle vient de rencontrer et elle se demande si cette personne peut vraiment l'aimer pour ce qu'elle est et non pour la célébrité, les rumeurs ou l'image que les médias ont tenté de lui coller. Et donc, pour incarner ce lâcher-prise, Taylor Swift imagine un clip qui montre ce que ça fait d'être libre, ce que ça fait d'être invisible, d'être enfin soi-même en fait. Et je trouve que l'idée est absolument géniale et elle colle parfaitement avec le message de la chanson. Isn't it, isn't it, isn't it?
Alors, le clip, il est réalisé par Joseph Kahn, qui est un peu son collaborateur de longue date. On lui doit les clips de Bad Blood, de Blank Space, de Out of the Wood et de Look What You Made Me Do. Donc, il sort en mars 2018 et on y voit une Taylor Swift dans un palace. Voilà, elle est étouffée par les caméras, les médias, les fans, etc. Et puis, soudainement, elle devient invisible et elle se met à danser de manière très étrange, très maladroite, presque absurde. Elle danse, elle déambule comme ça librement dans les couloirs, sous le métro, sous la pluie. J'aime beaucoup les plans sous la pluie d'ailleurs. Et donc c'est un geste un peu symbolique, puisque lorsque personne ne la regarde, elle peut enfin être elle-même. Alors le message, on est d'accord, je le trouve très fort, mais très vite c'est quand même un autre message qui a pris le dessus, puisque dès les premières heures, Internet s'était enflammé. Les fans, les journalistes, les professionnels de la mode surtout, tous remarquent la même chose, et ils se disent... c'est la pub Kenzo. Je sais pas si vous vous rappelez de cette pub, personnellement je la trouve iconique. Enfin, c'est une pub qui est devenue culte, je pense que vous l'avez en tête, je vais vous remettre des extraits à l'écran. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, mais je trouve qu'avec cette chemise, on a l'impression que je tiens un bordel. Là encore pire. Ok. Bref, la pub Kenzo, pardon. Donc en 2016, Spike Jonze avait signé cette publicité pour Kenzo. On y voit cette femme seule dans un grand hôtel qui, on imagine, quitte un dîner mondain. Elle se met à danser de manière assez maladroite, elle fait beaucoup de grimaces, elle saute partout. J'avoue que cette pub m'a beaucoup marqué à l'époque parce qu'elle renversait un peu les codes des campagnes de parfum. Là, c'est vrai qu'on est plus dans le glamour un peu figé. On n'est pas dans des mondes utopiques où on a Zendaya qui court à cheval. Enfin, vous voyez. Et dans Delicate, 2 ans plus tard, Taylor Swift, il est vrai qu'elle fait presque la même chose. On a ce même cadre luxueux, on a les mêmes danses qui sont absurdes, les mêmes typologies de grimaces, on a la même énergie, quoi. Et c'est vrai que lorsqu'on les compare côte à côte, le résultat est sans appel. Enfin, c'est vrai que ce sont des similitudes qui sont assez troublantes. Même le jeu de lumière, les palettes de couleurs, les angles de caméra évoquent un peu le style de la pub Kenzo, quoi. Et donc sur Instagram, Brian Phillips, le directeur de la communication de Kenzo, s'en était amusé. Il avait dit ceci, je le cite: « Écoute Tay-Tay, je te comprends, c'est dur de rester original. Appelle-nous, on peut t'aider. » Et ça aussi, c'est un tacle un peu passif-agressif, quoi. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que Spike Jonze, le réalisateur de la campagne Kenzo, n'en était pas à son premier coup d'essai, vous voyez. Ce style visuel qui mêle un peu absurde, humour et de la danse, c'est quelque chose qu'il avait déjà exploré dans le passé, sur des clips d'ailleurs. Je pense au clip de Björk, comment ça s'appelle ? It's Oh So Quiet. Comment c'est déjà ? It's Oh So Quiet. Alors, officiellement, à ma connaissance, Taylor Swift n'a jamais commenté la polémique, ni Joseph Kahn d'ailleurs, le réalisateur du clip. Et il y a certains fans qui ont quand même défendu Taylor Swift en disant ceci, je cite: « Ce n'est pas un plagiat, c'est une métaphore. Taylor Swift parle de célébrité, d'invisibilité et de solitude. » Malgré ça, je trouve que la ressemblance visuelle et chorégraphique dépasse la simple inspiration, le tout sans jamais créditer ni mentionner Spike Jonze. Dites-moi ce que vous en pensez, mais encore une fois, c'est vrai que la frontière entre hommage, référence et plagiat est souvent floue. Et il faut le dire, on est aussi dans une ère où tout est analysé, comparé, tout est viral. Chaque ressemblance devient un peu un procès. Est-ce que j'en veux à Taylor Swift ? Non. Est-ce que je pense qu'elle avait connaissance de cette référence ? Non plus. Je pense que Joseph Kahn, effectivement, avait connaissance de cette référence. Il a essayé de l'infuser dans le clip. Je trouve que c'était peut-être un peu trop ressemblant. Pour autant, j'adore le clip de Delicate. Je trouve que c'est un clip très important dans la carrière de Taylor, où elle se lâche, où on la voit de manière un peu plus simple, plus vulnérable, c'est cool. Et surtout, on la voit de manière imparfaite. Et moi, j'avais besoin d'avoir ce côté très sincère de Taylor Swift. Bon, c'est dommage que tout ça ait été éclipsé par une accusation de plagiat. Après, je trouve pas que ça non plus été un gros tollé médiatique, vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce que Taylor Swift a vraiment copié Kenzo ? Je ne pense pas. Est-ce que Joseph Kahn s'est beaucoup trop inspiré de cette pub-là ? Je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je suis en train de revérifier, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'accord à l'amiable rendu public. Même si parfois, voilà, on le sait, ce genre de dossier, avec d'aussi grandes pop stars, se règle souvent en silence pour éviter d'alimenter la polémique. En tout cas, comme je vous disais, Delicate reste l'un de mes morceaux préférés de Taylor Swift. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on enchaîne avec une autre affaire qui n'est pas sans rappeler celle de Taylor Swift, vous allez comprendre. Cette fois, il s'agit de Shakira, accusée non pas d'avoir plagié une pub, mais un clip, celui de Woodkid. Et ce qui rend l'histoire encore plus intéressante, je trouve, c'est que ce clip en question a été sponsorisé par une marque, par une multinationale, Danone. Donc on reste un peu dans la même thématique, celle du plagiat mêlé à de la pub. On va parler de tout ça. Woodkid versus Shakira. Déjà, de base, deux mondes que tout semble opposer. Et pourtant, mes chers popstars, en 2014, eh bien leurs univers vont... Pourquoi je fais ça ? Leurs deux univers vont un peu
entrer en collision, on va dire. Revenons sur cette affaire qui a enflammé Internet. Enfin, enflammé, je trouve que c'est un bien grand mot parce que, j'exagère, clairement, parce que j'ai pas l'impression que cette affaire ait forcément secoué les gens à l'époque, ni même les médias. Personnellement, ça m'a marqué parce que c'est un exemple qui m'est resté en tête. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui a été très médiatisé. On va en parler, vous allez me dire si vous aviez connaissance de tout cela. Donc je vous explique, Shakira aurait copié le clip de Iron de Woodkid pour son titre La 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 Brazil 2014. Donc qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est un accident, c'est un hommage, c'est du plagiat. Revenons en 2011. À cette période-là, Shakira sort de l'immense succès de son album Sale et El Sol. Elle enregistre une chanson qui s'appelle Truth or Dare, mais le projet est mis sur pause puisque Shakira tombe enceinte de son premier enfant, qui s'appelle Mylan, si je dis pas de bêtises. Le morceau sera finalement rebaptisé Dare, entre parenthèses, La La La, et apparaîtra en 2014 sur son album éponyme, Shakira. Là aussi, je vais être honnête avec vous, mais c'est pour moi l'une des pires chansons de Shakira. Personnellement, j'ai jamais accroché à ce titre. Je m'en excuse si beaucoup l'aiment parmi vous, mais je ne comprends pas ce titre. Après, c'est vrai que nous étions on était en quelle année? En 2014. Bon, c'est une chanson qui a très mal vieilli, mais je n'aime pas cette chanson. Voilà, c'est purement subjectif. Oui, bon, ça rentre en tête, j'avoue, mais... Bref. Après, on va me faire passer pour un hater de Shakira. Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, au contraire, je l'adore. Mais cette chanson, je ne peux pas. Voilà, je pense que vous l'avez compris. Bref, ceci étant, une nouvelle version spéciale va sortir pour la Coupe du Monde. Ça s'appelle La La La, entre parenthèses, Brazil 2014. Rien que le titre, je le trouve horrible. Enfin bref. En featuring avec le musicien brésilien Carlinhos Brown. En revanche, je trouve que c'est un très bon choix de titre pour... ça colle parfaitement à l'esprit d'un hymne sportif. Voilà. Le titre, du moins le clip, est sponsorisé par Activia, on le voit dès les premières secondes de la vidéo, donc la marque de yaourt Danone, et ce dans le cadre d'une campagne. Donc c'est le 22 mai 2014 que Shakira dévoile ce clip, La 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 Brazil 2014. Le clip cartonne immédiatement, on y voit une avalanche de stars du foot, Neymar, Messi, Piqué, enfin je fais genre de connaître, mais pas du tout. Mais sait-on jamais, peut-être qu'il y a des puristes parmi vous. Mais voilà, les internautes remarquent quelque chose de troublant, puisqu'il y a des plans dans ce clip qui rappellent étrangement un autre clip qui est sorti 3 ans plus tôt, Iron de Woodkid. Je vous mettrai de toute manière à l'écran en comparaison les deux vidéos pour que vous puissiez comparer et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est vrai qu'on a ces mêmes chevals au galop, on a les drapeaux, les tambours, on a cette même symbolique un peu mystique, vous voyez. Clairement, je comprends les parallèles qui peuvent être faits entre ces deux vidéos. Et donc une question fuse sur les réseaux, est-ce que Shakira a copié Woodkid? Est-ce qu'elle l'a plagié? Alors déjà, ce clip Iron de Woodkid, c'est clairement une œuvre à part. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Woodkid, je dois admettre qu'il a une patte visuelle assez dingue, surtout qu'il fait pas mal de choses seul. Donc c'est un mini-film en noir et blanc, c'est apocalyptique, il est porté par des images très puissantes, ses chevaux, on le disait, les armures, ses batailles au ralenti. Il y a une tension visuelle qui est quand même très forte et que je trouve incroyable. C'est clairement une signature. Je trouve avoir une signature visuelle aussi précise et aussi évidente, c'est fort. Et donc le 22 mai 2014, Woodkid poste sur sa page Facebook, on était en 2014, une capture comparative des deux clips et il écrit ceci. « Normalement, j'aurais souri et je me serais même senti flatté si c'était un vrai clip de Shakira et non une publicité pour une énorme société comme Danone. » En fait, au-delà d'un éventuel plagiat visuel, je pense que Woodkid ne supportait pas qu'on ait repris son esthétique pour une campagne commerciale sans son autorisation. Et d'ailleurs, quelques heures plus tard, je ne sais pas s'il l'a regretté, mais en tout cas, ce post a été supprimé. Bon, d'un côté, Shakira n'a jamais répondu à la polémique. Enfin, la polémique entre gros guillemets. Encore une fois, pour moi, cette histoire n'a pas tant été médiatisée que ça. Dites-moi si vous étiez au courant dans les commentaires. Et de l'autre, eh bien, les défenseurs de Shakira rappellent que le clip avait été tourné dès 2012, soit avant la sortie de l'album de Woodkid, The Golden Age, qui est sorti en 2013. Mais bon, Iron était quand même disponible depuis 2011, donc ça ne marche pas. Je suis désolé. Bref, il est possible que ce soit une ressemblance involontaire ou bien une simple influence visuelle qui est devenue mainstream à l'époque. Parce que c'est vrai que Woodkid, il a quand même inspiré toute une génération de réalisateurs. Mais pour les plus puristes, la ressemblance, elle allait trop loin. Trop loin pour être un hasard. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc ici c'est plus une question d'éthique, comme je vous disais, c'est ce qui a le plus blessé Woodkid visiblement, ce n'est pas tant la ressemblance, c'est plus le contexte publicitaire avec une multinationale comme Danone, quoi. Pourtant le message humanitaire il est noble, c'est la lutte contre la faim. Ce clash visuel, il reste pour moi l'un des éventuels plagiats les plus
troublant, je dirais, parce que est-ce que Shakira a vraiment plagié Woodkid ? La vérité, c'est qu'on saura probablement jamais. Et encore une fois, c'est vrai qu'une esthétique peut devenir tellement forte qu'elle finit parfois par échapper à son créateur. Alors, s'agit-il d'un hommage, s'agit-il d'un plagiat ou d'une coïncidence ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous propose de terminer avec un cas que j'ai trouvé assez marrant. Parce que là, c'est un peu un plagiat en cascade, vous voyez. En gros, ici, on accuse une artiste d'avoir copié un clip. Cette fois, ça concerne Taylor Swift et Beyoncé. Revenons sur Thaïs Histoire. Nous sommes en juin 2019. Taylor Swift nous sort You Need to Calm Down, un clip dont vous vous souvenez très certainement. C'est truffé de guests, Katy Perry, Laverne Cox, Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds. Là, j'ai un peu plus de facilité à les citer, j'avoue. Le message, il est clair, célébrer la différence, célébrer la communauté LGBTQIA+, et surtout la tolérance. Sauf qu'à peine sorti, les réseaux s'enflamment également pour d'autres raisons. Je reprends par exemple ce tweet qui est devenu viral à l'époque. You Need to Calm Down serait un bel hommage à la communauté queer s'il n'était pas un copier-coller du clip de Party de Beyoncé. J'adore Party de Beyoncé. You a bad girl and your friends bad too. Oh, you got the swag, saucy drippin' swag too. Oh. Don't slow it down, just let it. We like the party, we don't cause trouble. We just ride Bugatti. C'est pas son clip le plus mémorable, mais j'adore cette chanson, j'adore la nostalgie que ça génère chez moi, et j'aime bien ce titre, j'adore ce titre. Et effectivement, quand on regarde un peu plus près, il y a certaines similitudes qui existent, mais qui selon moi ne sont pas forcément évidentes. Certes, les deux clips se déroulent dans le même cadre, vous savez, une sorte de trailer park. Les deux clips ont leur pool party. Il y a certains looks aussi qui interpellent, genre Taylor Swift en bikini avec ce manteau de fourrure, Beyoncé en bikini avec ce manteau jaune, presque du copier-coller selon certains. Sur Twitter, la Beehive s'en donne à cœur joie, je cite « Si Taylor Swift veut qu'on arrête de dire qu'elle copie Beyoncé, elle devrait peut-être arrêter de copier Beyoncé. » Bref, le truc c'est que c'est pas forcément la première fois que Taylor Swift était accusée de s'inspirer un peu trop de Queen Bee. Je pense également à Look What You Made Me Do dont on a parlé plus tôt, qui était aussi accusé de reprendre les codes visuels de Formation. Cette fois, il y a un twist, puisque le clip de Beyoncé qu'on dit plagié avait lui-même déjà été accusé par la rappeuse Kia, connue pour son titre My Neck, My Back, sorti en 2002. Et elle s'était emportée sur Twitter, si je dis pas de bêtises, je cite « Merci Beyoncé pour les fleurs, dommage que je ne fricote pas avec les femmes enceintes », parce que Beyoncé était enceinte à cette période-là, « mais merci d'avoir pris mes conseils pour faire une vraie vidéo, XOXO ». Un message qu'elle a supprimé depuis. C'est drôle, il n'assume pas, hein. Il n'y a que Isol qui assume ses propos, c'est ouf. Et donc selon elle, Beyoncé aurait repris l'ambiance de son clip de 2002, les piscines, les barbecues, les poses lascives au bord de l'eau, le décor, entre guillemets, quartier populaire, bref, le même ADN visuel. My neck, my back, lick my just like that. My neck, my back, lick my... Je suis désolé, lorsque l'on compare les deux clips, la ressemblance n'est absolument pas flagrante. Je pense que, si je peux me permettre, là, c'est plus une question d'ego. Bref, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est un peu la mise en abîme. Taylor Swift accusée de copier Beyoncé, qui aurait copié Kia. 3 artistes, 3 générations, 3 univers, mais un même décor, la pool party américaine. Donc voilà, est-ce que recréer une atmosphère, caravane, fourrure, pool party, bikini, c'est copier, ou est-ce simplement rejouer des symboles de la culture pop américaine ? À vous de me dire dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'après tout, Beyoncé n'a pas plus inventé les pool parties que Isolde a inventé l'open space, vous voyez. Et puis Taylor Swift, elle n'a pas inventé les caravanes, quoi. Elle a peut-être inventé les éditions limitées de son album disponibles pendant 6h30. Mais les caravanes, les pool parties et tutti quanti, franchement, je ne pense pas. Désolé pour cette balle perdue, je tiens à préciser que je stream beaucoup The Life of a Showgirl et il est bon de s'amuser, d'amener un peu de second degré parfois. Que dire de plus ? C'est bien que dans cette industrie, tout se recycle, tout s'inspire et tout finit par se ressembler parfois, donc les artistes se répondent, se provoquent, se rendent hommage et parfois même sans s'en rendre compte. Donc bref, comme dirait Taylor Swift, you need to calm down. Voilà mes popstars, je me suis dit que c'était cool de finir sur cet exemple-là. Si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, de liker la vidéo, de la commenter, encore une fois, ça m'aide énormément, donc je suis désolé de vous le demander. Et que dire de plus ? Je vous donne rendez-vous très vite pour le 3e épisode de Popmasters. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas manquer la sortie de l'épisode. Je vous redis le casting, Jérém Star, Emma Paris, Mami Wata et Moon. Et je vous assure, c'est vraiment un épisode que je vous invite à ne pas louper. Donc merci à toutes et tous pour le love, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à voir ma dernière vidéo Q&A. Et vive la musique, vive la pop, je vous embrasse.